Mesdames et messieurs, merci de choisir HK6 Télévision pour ce nouveau numéro de Face à la presse. Processus électoral en République démocratique du Congo. Nous sommes de plein pied dans la phase de dépôt de candidature au niveau de la députation provinciale. Quelle évaluation faire en termes d'engouement au bureau de réception et traitement de candidature? Table ronde sur l'évaluation de l'état de siège. On en parle également dans cette production de Face à la presse. Jean-Paul Kamango est avec moi, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour Christian Mouchampa, bonjour à tout le monde. Notre invité, c'est Monsieur Sylvain Okanjo Chongo. Il est coordonnateur des jeunes à Adefat, ville de Lubumbashi. Bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Christian et bonjour Monsieur Jean-Paul. Bonjour. Alors, d'entrée des jeux, parlez-nous un peu de Adefat à l'approche des élections. Vous coordonnez pratiquement la jeunesse au niveau de la ville de Lubumbashi. Merci beaucoup pour la question. Je crois qu'Adefat se porte à merveille. Parce que récemment, nous venions d'avoir un atelier de renforcement des capacités à l'intention de tous les cadres et leaders Adefat. Et cet atelier a eu lieu à l'esplanade de Kiwele, où nous avons été sensibilisés sur les fondamentaux de la science politique, et parce que nous sommes en train de préparer les candidats Adefat et surtout la jeunesse à postuler à tous les niveaux, hormis à la présidence de la République. Parce que nous, chez nous, nous pensons que la jeunesse doit s'approprier de ce processus électoral pour que nous puissions aligner, surtout au niveau provincial et municipal. Vous allez voir qu'Adefat va aligner beaucoup de jeunes. Est-ce que vous avez déjà déposé, Adefat a déjà déposé tous ces dossiers au niveau de BRTC, ou vous attendez, comme beaucoup d'autres formations politiques, la dernière minute pour être en ordre avec la CENI? Je ne pense pas que nous attendions la dernière minute, mais Adefat, nous sommes prêts. Mais nous attendons que notre autorité morale, Excellence Jean-Louis Kalamba, soit de retour à Lubumbashi pour que tous nous puissions aller. Je crois dès aujourd'hui déjà il peut être ici à Lubumbashi et nous allons le faire incessamment. Et quelle observation faites-vous par rapport à d'autres formations politiques? S'active-t-elle, s'approprie-t-elle les processus électoraux, ou c'est la lenteur qui régnerait à maître? Oui, je ne sais pas vraiment parler de d'autres formations politiques parce que je suis coordonnateur de jeunes Adefat et ce que nous craignons est qu'ils soient toujours en train de se précipiter dans les dernières heures, comme ce que nous avons vu au moment où on devait déposer des candidatures à l'élection législative. Mais en ce qui nous concerne, nous sommes prêts et il reste que l'autorité morale, parce que c'est lui qui doit signer, pour que nous puissions et pour que nos listes puissent être validées. Adefat, est-ce que votre formation, un regroupement politique, c'est ça? Ça a été repéré parmi le parti et regroupement reconnu par la CENI? Vous aviez aussi entendu Adefat être cité par Denis Kadima? Non, nous sommes dans DATDC. Okay. Oui, c'est comme un regroupement politique. Il y a beaucoup de regroupements politiques. On ne pouvait pas aligner tous les partis politiques ou bien des regroupements politiques. Nous nous sommes mis d'accord avec DATDC, qui est chapeauté par l'honorable Jean-Louis Kalamba. Donc c'est lui qui engage la liste des DATDC. Et nous avons aligné au niveau de l'élection législative plus ou moins 432 candidats. Donc nous avons atteint les seuils. Et nous allons les faire à tous les niveaux. Alors, table ronde sur l'évaluation de l'état de siège. Comment vous évaluez déjà l'idée d'étudier minutieusement la probabilité, n'est-ce pas, de lever cet état de siège? Bon, je crois avoir lu certaines publications de la Lucha qui, selon elle, pensaient que les résultats n'étaient pas celui qu'on attendait. Mais je ne veux pas faire la politique avec des sentiments, parce que nous avons compris que depuis que l'état de siège a été instauré, il y a quand même eu d'amélioration. Si ce n'a pas été fait, ce n'est pas dans 2 ans
que nous devons peut-être éradiquer ce qui a été fait pendant 30 ans. Parce que cette insécurité n'a pas commencé aujourd'hui. Et on a montré que l'état de siège a montré quand même des bons côtés. Il y a des choses qui ont été faites par l'état de siège, il y a des réalisations. Même si ce n'est pas ce que la population est en train d'attendre, mais quand même nous avons compris qu'il y a de l'amélioration. Je dirais que nous ne pouvons pas faire la politique avec des sentiments. Et je pense que ceux qui sont là en train de participer à cette table ronde vont étudier minutieusement pour voir s'il faudrait lever l'état de siège. Mais s'il levait l'état de siège, qu'est-ce qu'il proposerait à la place de l'état de siège? C'est ce que moi je peux faire comme une petite analyse, à moins que vous ayez des questions. Alors, vous parlez d'amélioration depuis qu'on a instauré l'état des sièges par le chef de l'État. Aujourd'hui, vous pensez que vraiment les deux provinces, l'Ituri et Nord Kivu, peuvent revenir à la gestion civile? C'est ce que j'étais en train de dire. J'ai dit qu'il faudrait que nous puissions étudier minutieusement ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Que nous puissions comparer ce qui a été avant l'état de siège et les résultats qui ont été donnés par l'état de siège. Puisque si nous ne comprenons pas cela, puisqu'il fallait que nous puissions faire une approche comparative. Parce que si on ne compare pas ce qui a été fait, ce qui est en train d'être fait, nous pouvons peut-être tomber dans des sentiments ou bien des gens qui sont en train de crier ci et là que l'état de siège puisse être levé, sans toutefois concrétiser ou bien faire quelque chose qui est concrète pour que nous puissions trouver des solutions à ce qui se vit à l'est du pays. Mais d'emblée, on a toujours eu les impressions de l'Est, sans pour autant qu'il y ait les équipes qui font les études approfondies quelque part, mais d'emblée, tout le monde, à travers la République, c'est ce qui se passe à l'Est. Aujourd'hui, nous savons que la force régionale se trouve encore dans le Nord Kivu. Nous savons que les forces négatives sont encore ça et là, Codeco, il y a M23 et bien d'autres groupes, d'autres milices. Mais le chef de l'État, un jour quand il s'adresse aux États-Unis, il dit l'état des sièges serait levé seulement quand ce pourquoi ça a été déclaré aurait été atteint, c'est-à-dire mettre fin pratiquement à ces groupes armés. Est-ce qu'aujourd'hui, vraiment, on peut dire que c'est quelque chose qu'on a atteint? Non, c'est ce que j'étais en train de dire, parce qu'il ne faudrait pas que nous puissions avoir des sentiments. Le chef de l'État, c'est lui qui engage la nation. Il connaît les raisons pour lesquelles il a instauré l'état de siège. Et j'ai parlé qu'il y a des résultats qui ont été, bon, bien que ce n'est pas satisfaisant, ce n'est pas ce que la population attendait, mais quand même, il y a une amélioration par rapport... Ici, vous parlez de quels résultats, par exemple, qui a été salué par la population de l'Est, puisque presque chaque jour qui passe, la population de l'Est n'est cessée de demander la levée de l'état de siège, comme que dirait, ça n'a rien produit de palpable sur le plan sécuritaire. Ils ont parlé d'un résultat faible. Donc, lorsqu'on parle d'un résultat faible, ce n'est pas dit que ça n'a rien produit. Donc, il y a quand même eu des résultats, mais qui ne sont pas à la hauteur de ce que la population est en train d'attendre, ou bien de ce que la population de l'Est attendait. Mais c'est que j'étais en train de dire que cette insécurité ne commence pas aujourd'hui. Il n'y a pas 2 ans que ça a commencé. Il y a plus ou moins 30 ans. Mais on n'avait jamais instauré l'état des sièges? Oui, on n'avait jamais instauré l'état des sièges. Le président de la République a pensé qu'en instaurant l'état des sièges, il y aurait quoi? Il y a beaucoup d'améliorations. Par exemple, si aujourd'hui il y a cette violence avec les M23, c'est parce que le président de la République a freiné. Donc, ils ne peuvent plus se ressourcer comme ils se ressourçaient avant qu'on puisse instaurer l'état de siège. C'est ce qui fait à ce que cette violence puisse être non constante, ou bien que cette violence puisse avoir de l'effet pas comme avant. Mais nous pouvons comprendre que, comme le président de la République l'a dit, qu'il ne va lever l'état de siège que lorsque cela va atteindre les résultats pour lesquels il s'est engagé. Donc je pense que nous devons faire confiance au président de la République. Il connaît ce qu'il est en train de faire et nous sommes sereins et rassurés que d'ici peu, on aura peut-être des résultats tels que le président de la République voudrait que nous puissions en avoir. Mais certaines bouches pensent que cette table ronde a été instituée pour des fins électoralistes, pour pouvoir tirer un profit quelconque derrière cette table ronde ou derrière la levée ou non de l'état de siège.
Est-ce la même lecture selon vous? Ils ont tort ceux qui pensent comme ça? Je ne partage pas cet avis parce que l'état de siège n'a pas été instauré à 6 mois des élections. Il y a de cela 2 ans que l'état de siège a été instauré. Et je pense que ça a été instauré à la recherche de solutions. Le président de la République voulait réellement que cette population qui vit à l'Est puisse être trompée. C'est pourquoi il a instauré cet état de siège. Mais aujourd'hui, pour ceux-là qui pensent que ça a été instauré pour des raisons électoralistes et qui disent que non, les résultats ne sont pas atteints ou bien ne sont pas satisfaisants, est-ce que c'est pour des raisons électoralistes que le président de la République voudra prolonger encore l'état de siège? Non, je ne pense pas. Mais c'est en tant que père de famille, lorsque vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous êtes à la recherche des solutions. C'est ce que je pense. Est-ce que ça ne serait pas contradictoire? Instaurer l'état de siège dans les buts qui est la paix, et tout de suite on étudie la faisabilité pour la levée de cette même de l'état de siège, la levée pratiquement de l'état de siège. Ne vous pas que c'est vouloir pratiquement quelque chose et son contraire? On instaure pendant que les résultats ne sont pas encore salués par tout le monde. On aimerait lever. Qu'est-ce qu'on chercherait finalement? Oui, c'est ce que j'ai dit, que le président de la République, c'est un démocrate. Il est à l'écoute de sa population. Lorsqu'il y a des cris par-ci, par-là, des gens qui fallait lever l'état de siège, il a appelé les notables pour qu'eux tous puissent se mettre d'accord, qu'ils se mettent autour d'une table et discuter, voir ce que l'état de siège a produit et ce que ça n'a pas produit. Pourquoi ne l'avoir pas fait une année plus tôt? Ne pas avoir fait une année. Convoquer la table ronde une année plus tôt que attendre 3 mois des élections pratiquement, ou 4 mois pour convoquer cela. Non. Après que la population a vraiment attendu depuis très longtemps. Les députés se sont exprimés, les députés du Grand Kivu. Ils ont parlé, ils ont voulu que cet état des sièges soit levé, la société civile et bien d'autres organisations. Pourquoi attendre si longtemps pour convoquer vers la fin de son mandat cette table ronde? Moi, je ne pense pas et je ne partage pas non plus cet avis, parce que moi, j'ai suivi un député du Nord Kivu, mais j'ai oublié le nom, dit qu'il n'était pas opportun de lever l'état de siège, parce que l'état de siège a produit des résultats, bien que les résultats n'étaient pas encore satisfaisants, mais il a produit quand même un résultat où on ne pouvait pas tuer les gens comme on tuait à chaque instant. Il y a un aspect que je voudrais soulever ici, c'est l'état de siège ou bien l'insécurité. Les criminels ne viennent pas là où il y a des agents de sécurité, des agents de l'ordre. Ils commettent ces dévis seulement en dehors de là où les agents de l'ordre se trouvent. Donc, dans ce sens-là, moi, je pense qu'il y a des points qui divergent. Vu qu'il y a des points divergents, le président de la République, ne voulant pas imposer sa volonté, il a appelé les gens pour qu'ils puissent venir et tous parler autour et voir qu'est-ce qu'il faut faire. À la place de la levée de l'état de siège, qu'est-ce que vous proposez? Donc il faudrait que ces gens-là puissent trouver un arrangement, un compromis et assumer ce qui va être comme décision. Alors, ils ont été obligés de se retrouver devant 3 possibilités. Le maintien de cet état de siège, ou alors la réqualification, quitter de l'état de siège vers un autre régime qui pouvait peut-être être beaucoup plus efficace que l'état de siège, ou alors la lever pratiquement. Et selon votre lecture, quelle serait la meilleure possibilité à l'état actuel de ces 2 provinces, l'Ituri et les Nord Kivu? Bon, moi je pense que la deuxième option plutôt, la réqualification de l'état de siège serait envisageable. Parce que au regard des résultats attendus, vu que les résultats attendus n'ont pas produit d'effet, on peut les qualifier. Peut-être les gouverneurs militaires avaient un pouvoir, on peut voir comment est-ce qu'on peut peut-être ajouter d'autres zones de défense comme ce que nous voyons ici, pour que cela puisse réellement répondre à... Donc, qu'ils puissent se requalifier seulement cet état de siège, selon moi. Que de dire de lever l'état de siège sans toutefois savoir quoi est-ce qu'ils sont en train de proposer. Parce que jusque-là, on ne propose pas encore quoi. Mais de quelle façon, même si on proposait, on puisse lever l'état de siège. Et à la place de l'état de siège, on veut revenir au gouvernement civil. Mais est-ce que le gouvernement civil a été à mesure
de donner la paix à tous ces temps, à toute cette population qui vit à l'Est pendant tous ces temps-là, parce qu'il y a eu des morts chaque jour. On comptait des morts et des centaines de morts. Bon. Mais avec l'avènement de l'état de siège, nous comprenons qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, et qui se sont améliorées. Ce qui est vrai, l'état de siège, ce n'est pas le président Félix Tshisekedi qui a institué ça dans la Constitution, ça se trouve dans la Constitution, il n'a fait qu'appliquer, parce que, de toutes les façons, ce sont les militaires qui doivent se battre au front. Et parlant de la guerre, ce n'est pas la province qui s'engage en guerre, mais c'est le pays qui s'engage en guerre. Garder les civils à la tête de la province ou garder les militaires, les décisions ne viennent que de la hiérarchie de Kinshasa, ministre de la Défense, le président de la République, qui engage le pays en guerre. Vous pensez que les militaires dirigeaient la province ou alors les civils, quelque chose aurait changé par rapport à la situation sécuritaire? Lorsqu'on instaure l'état de siège, on parle d'un état exceptionnel, donc d'une situation exceptionnelle. Et vu ce que c'est vu à l'Est, le président de la République, comme vous l'avez dit, ce n'est pas lui qui a promulgué la Constitution de 2006, révisée en 2011, mais ce n'est pas lui qui a promulgué ou bien qui a inscrit l'état de siège. Donc, devant des situations exceptionnelles, il y a aussi des décisions exceptionnelles. Je pense que la meilleure des choses, c'est pas parce que quand on instaure l'état de siège, tout est fait par les militaires. Et c'est différent d'un État où il y a des gouvernements civils. Parce que quand on voit un militaire, par exemple, à la douane, vous voyez que même si vous aviez besoin de commettre quelque chose, un acte criminel, vous aurez d'abord peur. Vous allez chercher un endroit où il n'y a pas de militaires pour que vous puissiez faire votre acte. Donc, dans ce sens-là, moi, je pense que on ne peut pas avoir des sentiments, mais nous devons voir ce qui peut être cette table ronde. Alors, visiblement, vous saluez ce que l'état de siège a pu apporter dans la partie Est. Est-ce que ça a été vraiment une réussite, selon vous? Je ne dirais pas que c'est une réussite parce qu'on n'est pas parvenu à la paix totale. Donc, c'est un échec? Ce n'est pas non plus un échec. Oh, c'est un cheval entre les deux. Oui, c'est ce que j'ai dit, qu'il y a des résultats, mais les résultats ne sont pas satisfaisants. Donc, bien qu'il y a des résultats, il y a un faible résultat. Maintenant, c'est à ce moment-là, le moment que nous puissions voir comment est-ce que nous pouvons requalifier. Est-ce que vous avez l'impression que c'est précoce pour l'instant de lever l'état de siège? Personnellement, je pense que ce n'est pas encore le moment de lever cet état de siège. Donc, bien que je ne suis pas de l'Est, nous ne devons pas voir des mouvements citoyens qui sont, à l'approche des élections, comme nous savons, en train de faire des déclarations comme on est déjà habitué à attendre des mouvements citoyens, et faire des déclarations allant dans tous les sens. Donc, je ne veux pas dire ici que ces mouvements citoyens sont en train de faire pression parce qu'ils ont des choses qu'ils sont en train de reprocher. Mais nous sommes déjà habitués à la lucha et à tous les mouvements qui se vissent là-bas. Et à l'approche des élections, ils ont toujours une manière de se comporter qui n'est pas la même, mais qui est en train de peut-être mettre en mal les institutions de la République, en faisant tout ce qu'ils sont en train de faire comme déclaration. Donc je ne voudrais pas tomber dans ces pièges. Je pense qu'en tant que dirigeant, le président de la République, garant de l'institution, lors de son discours hier, a demandé aux gens de vraiment faire tout pour proposer des solutions concrètes pour que l'état de siège soit maintenu ou bien soit levé à raison de propositions vraiment qui soient concrètes pour que la paix puisse être restaurée à l'est du pays. N'avez-vous pas l'impression, comme mon confrère vous a posé la question tout à l'heure, que c'est vraiment pour de fins électoralistes? Est-ce que la Constitution autorise l'organisation des élections avec une partie qui serait en train d'observer l'état des sièges? Pourquoi vous aviez du mal à reconnaître que la dose politicienne primerait sur les assises qui se déroulent? Je ne pense pas que lorsqu'on a parlé de l'état des sièges dans la Constitution, des situations exceptionnelles, il y a des moments qui sont significatifs, je dirais, ou bien il y a des moments qui sont appropriés à ce que nous puissions être dans un état de siège ou pas. Donc l'état de siège, c'est dans une situation, lorsqu'il y a des situations inhabituelles, donc une situation exceptionnelle, le président peut proclamer l'état de siège. Donc si, par exemple, que
Nous pouvons dire que non, on ne peut pas garder l'Est de la République dans l'état de siège parce qu'il y a des élections. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas si Est-ce que la Constitution autorise l'organisation des élections tout en observant l'état de siège? Non, c'est ce que je suis en train de dire. À cette question-là, je dis, je ne sais pas s'il y a un article de la Constitution qui dit que non, lorsqu'il y a état de siège, on ne peut pas avoir des élections dans un pays. Parce que j'ai parlé de situations exceptionnelles. Si c'est ce que la Constitution dit, donc les présidents de la République étant démocrates, il va lever l'état de siège. Mais si ce n'est pas ce qui est dit dans la Constitution, à moins que vous ayez un article qui dit le contraire. Et si ce n'est pas ce qui est dit dans la Constitution, donc je ne peux pas dire que non, on doit nécessairement lever l'état de siège parce qu'on veut aller aux élections, ou bien on doit maintenir l'état de siège parce qu'on veut aller aux élections. Plusieurs estiment que l'organisation des élections semble être prioritaire en lieu et place d'autres secteurs de la vie. Est-ce que c'est l'impression que vous avez également? Non, je ne pense pas. Les mandats en République démocratique du Congo, la Constitution parle d'un mandat de 5 ans. Le président de la République a pris ses fonctions en 2019, je crois, au mois de janvier, le 24 janvier 2019. Et la Constitution lui autorise d'organiser les élections avant l'expiration de son mandat. Et nous sommes à ce point-là. Donc je pense que ce n'est pas parce que nous n'avons pas besoin qu'il y ait la paix ou bien que les élections soient en train de primer dans l'ensemble du pays, ou bien les élections sont en train de primer que d'autres points que la population est en train de vivre. Donc le président de la République veut aujourd'hui respecter la Constitution parce que la Constitution lui autorise d'organiser les élections à la fin de son mandat. Alors, selon votre lecture, la population du Nord Kivu et de l'Ituri, nous arrivons au moment de la campagne électorale pour la présidence. Cette population sous état de siège ou l'état de siège levé, quelle situation serait favorable pour la réélection du chef de l'État dans ces coins-là, selon vous? Quelle situation serait favorable pour la réélection du chef de l'État? Les provinces en état de siège ou sans état de siège ou l'état... Non, moi j'ai parlé que dans la Constitution, on ne dit pas que non, on ne peut pas quand même instaurer l'état de siège s'il y a des élections, ou bien à 1 mois des élections et 2 ans des élections. Donc, n'importe quelle situation serait à la base de la réélection du président de la République. Pour dire, est-ce que le chef de l'État aura un discours convaincant pour cette population, pour leur dire cet état de siège c'était pour votre bien, ou alors si on a levé, c'est parce qu'on a vu que vous avez souffert? Non, le chef de l'État a un discours. J'ai parlé ici d'un père de famille qui pense que son enfant est malade. On lui dit non, pour que votre enfant soit guéri, il faut faire ça. Et les pères de famille, sans toutefois se poser des questions, il part, il dépense tout ce qu'il peut dépenser. Parce que l'état de siège, non seulement ça, il y a beaucoup d'argent qui est parti là-bas dans l'état de siège. Donc, en instaurant cet état de siège, il y a beaucoup de choses qui sont faites, qui sont favorables à la réélection du chef de l'État. Parce qu'on a compris que le chef de l'État a eu la volonté. Tout commence par les intentions. Et son intention était de voir que la population puisse vivre en paix. Mais si ça n'a pas été le cas, parce que je vous ai dit que cette insécurité n'a pas commencé il y a 2 ans, ou bien avec les mandats du président de la République. Donc c'est quelque chose qui a été pendant 30 ans. Donc vous ne pouvez pas dire, parce que aujourd'hui même dans ces coins-là, il y a des gens qui sont en train de vivre, peut-être dans la population, et qui sont en train de commettre des crimes. Donc comment est-ce que nous pouvons arriver à connaître tout ce qui s'est fait? Donc il fallait que les désirs que le président de la République a éprouvés, la population va les voter pour ça. Pour le désir, juste. Non, les désirs et les résultats, bien que les résultats ne sont pas satisfaisants. Mais ne trouvez-vous pas contradictoire? Bien que le résultat pas satisfaisant, mais la population lui accordera la seconde chance. Oui. Il aurait fallu que le résultat soit au-dessus de la moyenne, tout naturellement, pour séduire cette population de l'Est. Ne voyez-vous pas que vous vous contredisez à un certain moment? Bien que les résultats n'étant pas satisfaisants, la population lui accordera la chance. Non, quel contraste! Je ne suis pas en train de me contredire.
Ce que j'ai dit, c'est je suis ici, lorsque nous parlons, nous devons quand même parler des choses telles qu'elles sont. Est-ce que l'objectif a été atteint en instaurant l'état de siège? À cette question, vous avez dit non. Non. L'objectif n'a pas été atteint, mais quand même, il y a eu de l'amélioration. Donc, c'est pourquoi je vous ai parlé des intentions. L'intention première du président de la République était de voir la population de l'Est vivre en paix. Mais cette paix-là, ce n'est pas par un bâton magique que le président de la République pouvait faire pour que tout puisse s'arrêter. Mais les résultats montrent que non, l'état de siège a quand même... Quand même. Oui, c'est ça, c'est français. Donc j'ai parlé de... Non, on n'a pas dit que c'était pas français. C'est français. Oui, mais quand même. Oui, c'est ça que j'ai dit, puisque je suis en train d'assumer mes mots. Je m'assume. Lorsque j'ai dit que le président sera réélu, parce qu'il a prouvé, il a montré grâce à l'état de siège, nous avons compris des histoires de Mwangachuchu que nous ne connaissions pas aujourd'hui. Donc il y a beaucoup de choses qui sont faites et que nous avons découvert grâce à cet état de siège, mais bien que les résultats ne soient pas satisfaits et ne soient pas les résultats entendus par le président de la République en instaurant cet état de siège, cette population va comprendre, parce qu'il va comprendre que non, nous avons... La population qui vit la misère, qui vit l'instabilité, va quand même comprendre que, voilà, accordons-lui le deuxième mandat. Vous savez, mais c'est Christian, nous ne devons pas faire la politique des mensonges. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que je veux dire par là? Il n'y a pas quelqu'un qui va venir dire à cette population aujourd'hui que non, lorsque vous allez m'élire, demain, je mettrai fin à cet état de siège. Vous savez très bien que nous étions dans le régime de notification, nous étions sous embargo. On ne pouvait pas se payer des armes, on ne pouvait pas tout faire. Il fallait avant que vous puissiez payer une arme, que vous puissiez notifier que non, nous voulons payer cette arme, ça va nous servir à ça, ça va nous servir à ça. Mais le président de la République, bien qu'il a instauré cet état de siège, si je me rappelle, et si je vais comparer par exemple la guerre de libération de l'AFDEL, et avec la guerre qui se vit à l'est de la République démocratique du Congo actuellement, à 7 mois seulement, la République démocratique du Congo a été conquise par l'AFDEL. Mais il y a combien de temps que nous sommes en guerre avec les M23, avec ces supplétifs rwandais? Donc, mais vous voyez que l'état de siège est en train de quoi? Il y a 3 territoires qui sont occupés jusque-là par les rebelles de M23 sur les 145 territoires. Bien, chose que nous n'apprécions pas, notre souhait est que nous puissions voir toute la République démocratique du Congo être dirigée par les gouvernements ou bien avoir des autorités par-ci par-là. Mais cette histoire-là est en train de se faire. Donc l'état de siège a montré aussi ses capacités-là de résister, bien qu'il n'a pas répondu totalement à ce que la population attendait. Donc nous ne pensons pas que nous devons faire la politique des mensonges où nous allons venir dire à la population que non, vous votez pour moi aujourd'hui, après demain je vais finir cet état de siège. Non. Donc vous reconnaissez la sincérité en présentant le fait tel que. C'est ça l'exclusivité du régime de l'Union sacrée. Non, je suis en train de dire, nous ne devons pas faire... Non, bon, c'est cela, n'est-ce pas? La sincérité. Vous brandissez toutes les réalités sans maquillage. Puisque nous sommes sincères. Nous avons besoin que la population comprenne ce que c'est vie. Mais cette sincérité, le chef de l'État, je reviens encore à ce que je vous ai posé comme question. Oui. Lors de l'Assemblée générale de l'ONU en 2021, je pense, il l'avait dit que cet état des sièges ne serait pas levé tant que l'objectif n'était pas atteint. Élever l'état des sièges aujourd'hui, pensez-vous que c'est respecter vraiment la parole pour le chef de l'État? Non, c'est ce que j'ai dit. J'ai répondu, mais peut-être que je n'ai pas répondu de la manière que vous voulez que je puisse répondre. Je vais répondre ce que j'ai dit. La table ronde, c'est pour l'évaluation de l'état des sièges. Et après cette table ronde, il y aura des décisions qui seront prises. Entre autres, on va décider de lever l'état des sièges ou de les maintenir. Donc jusque-là, je ne dirais pas que ce que le président de la République a dit
n'est pas réalisé parce qu'on n'a pas jusque-là levé l'état de siège. Donc il ne fallait pas qu'il dise à l'époque ce qu'il avait dit, il fallait d'abord consulter la base. Non, c'est ce qui est en train d'être fait. Il avait consulté la base. Je vous ai parlé des députés même de l'Est de la République qui étaient pour le maintien de l'état de siège. Donc, le président de la République a prouvé cette volonté qu'avant qu'on puisse lever l'état de siège, nous devons vraiment ressentir la paix à l'Est de la République. Donc, en tant que tel, je pense que l'évaluation de l'état de siège, la table ronde ne dit pas que non, réellement l'état de siège sera levé. Donc, ils vont voir ce qui va être fait, ce qui doit être fait pour que cette population puisse vivre en paix. L'objectif, c'est la paix. Donc, si, par exemple, on lève l'état de siège aujourd'hui et que demain, il y a la paix, est-ce que vous allez dire que la parole du président de la République n'était pas concrétisée? Vous veniez de dire que ce n'était pas par une baguette magique, et voilà, vous feriez recours à la même baguette. Processus électoral en République démocratique du Congo, visiblement les confessions religieuses fissurées sur cette question. Senko et ICC voudraient qu'il y ait l'audit du fichier électoral par une équipe beaucoup plus expérimentée et indépendante. De l'autre côté, il y a d'autres confessions qui soutiennent pratiquement l'organisation de ces élections avec cette caricature brandie par Denis Kadima. Votre lecture? Oui, merci beaucoup. Je ai suivi avec beaucoup de regrets les communiqués de la Senko et de l'ICC. Vous savez, il y a de ces gens-là où la haine est devenue une profession rémunérée. C'est-à-dire que tout ce que le président de la République est en train de faire, ou bien tout ce qui est en train d'être fait, pour eux, ils voient cela avec un œil négatif. C'est-à-dire pour eux, ils pensent que tout ce qui est en train d'être fait n'est pas bien fait. Et c'est seulement eux qui doivent faire ça. Mais je me pose la question de savoir, c'est avec quel droit, qu'est-ce qui leur donne le droit de venir auditer un fichier électoral? Est-ce que c'est la Constitution? Est-ce que c'est ça la mission des évêques ou bien de l'Église? Je ne pense pas. Nous ne devons pas quand même être là pour toujours vouloir voir le mal qui est dans les prochains, qui est chez les prochains. On a dit avant d'ôter la paille, vous devez d'abord ôter la poutre qui est dans votre œil. C'est-à-dire que avec cette déclaration, parce que j'ai entendu qu'ils sont partis même aux États-Unis pour accuser la République, chose que nous ne pouvons pas accepter parce que ce n'est pas la mission leur dévolue. Alors, pendant que vous accusez la Senko et l'ICC d'être à la cause de l'opposition, il y en a ceux qui estiment également que des églises de réveil seraient pratiquement à votre service, vous, de l'Union sacrée. Je vais parler de la désignation du président de la CENI. Le président de la CENI est désigné par les confessions religieuses. Et sur les 8 confessions religieuses, 6 ont voté pour Denis Kadima. Donc vous ne pouvez pas me dire que non, parce que vous êtes de l'ECC ou bien vous êtes de la Senko, et c'est vous qui avez le monopole du choix. Vous n'avez pas le monopole du choix. Lorsque ces gens-là ne sont pas à mesure de se mettre d'accord, prenons un cas de figure. Aujourd'hui, ils sont en train de ne pas vouloir accepter l'audit qui a été fait par les experts. Et ils veulent maintenant faire l'audit citoyen comme ils ont parlé. Mais est-ce que cet audit-là sera accepté? Je voudrais que les prélats catholiques, ou bien les évêques et les CC, puissent réellement faire ce qui est, en tant qu'ASBEL, ce qu'on attend d'elles. Donc, je ne pense pas que ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui soit fait pour une bonne cause. Je ne pense pas que ce soit une bonne cause. Parce que c'est comme si ils sont en train de vouloir justifier l'argent qu'ils ont eu aux élections de 2018. Rappelez-vous qu'en 2019, la Senko a parlé de quelque chose de l'alternance, parce qu'il voulait aller vite pour qu'il y ait alternance au sommet de l'État. Mais avec quelle magie? Donc, est-ce que c'est la Senko qui devait pousser les jours pour qu'aujourd'hui nous soyons peut-être, parce qu'ils ont parlé d'aller vite pour voir l'alternance au sommet de l'État. Donc, ce sont des choses que nous comprenons, les gens avec qui nous avons affaire.
Pourquoi vous donnez raison à la CENI dans toutes ces démarches? Vous ne reprochez rien à cet organe habilité à organiser les élections. Visiblement, tout est parfait jusque-là. Ce n'est pas que nous donnons raison à la CENI ou bien nous ne sommes pas porte-parole de la CENI, mais nous avons suivi le président de la CENI dire il y a des opposants, il y a eu une journée porte ouverte organisée à la CENI où il y a eu des opposants qui sont partis. Tout le monde, et même nous, il y a nos représentants qui sont partis à Kinshasa pour voir comment est-ce que les processus étaient en train d'être organisés. Mais ces gens-là ont compris que non, il y avait quand même un résultat positif qui était en train d'être fait. Mais aujourd'hui, le président de la CENI dit, sur les 5 leaders de l'opposition qui sont partis les voir, 4 ont eu même à déposer, il y a beaucoup qui ont eu même à déposer le dossier de candidature. À part les CD ou bien la Mouka qui aujourd'hui est en train de résister. Il veut que la Senko puisse faire un audit citoyen. Après que la Senko aura fait cet audit citoyen, que les CD va venir se prononcer ou déposer sa candidature. Donc c'est revenir à la même chose. Je n'irai pas aux élections avec la machine à voter. Mais c'est moi qui suis élu président de la République. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Est-ce que nous sommes prêts pour les élections ou bien nous ne sommes pas prêts pour les élections? C'est ça le problème. Alors, en vous attendre parler, c'est comme si vous preniez parti des 6 confessions religieuses, principalement des Dodo Kamba, parce que c'est lui le président de ces 6 confessions religieuses, qui navigue à contresens de l'Église catholique et de l'Église du Christ au Congo, et une partie de l'Église des musulmans, de l'islam, de Komiko donc. Est-ce pour dire que tout ce que dit Dodo Kamba aujourd'hui, c'est ça qui est positif et tout ce que disent les autres confessions est négatif? Les autres confessions comme les CC et la Senko? Effectivement, ce sont les deux. J'ai parlé de la désignation des animateurs de la CENI, où lorsqu'on vous dit, c'est la loi de la majorité qui prime, mon frère. Parce qu'il y a eu 8 confessions religieuses. Et sur les 8, 6 votent pour Kadima. Est-ce que vous voulez que ça soit ce que les 2 confessions disent, que ça soit une parole de l'évangile? Non. Je dirais quelque chose, je vais peut-être recommander... Alors, avant que vous continuiez, pourquoi alors, après que Kadima a été désigné par les 6 confessions religieuses, pendant le processus électoral, il a toujours fait recours à la Senko et à la CENI. Ils ont été chaque fois consulter la Senko et la CENI, et les CC, pardon. C'est parce que le président de la CENI veut que les élections soient participatives. Il a besoin de l'expertise de... Dans la loi de la majorité, on s'en fout des autres qui ne veulent pas participer. Oui, c'est pas qu'ils ne veulent pas participer parce qu'ils ont répondu aussi pendant les journées de portes ouvertes. Ils ont fait des propositions. Donc le président de la CENI ne veut pas... Lorsqu'on est élu président de la CENI, bien qu'on puisse être de l'église, si c'est Kimbangi, c'est d'où provient le président Kadima, mais il est président de la CENI. Donc, il est président de tous les Congolais donc, en matière de l'organisation des élections. Il a besoin d'un consensus, il a besoin de consulter tout le monde parce qu'il a prêté serment en tant que tel. Donc, c'est pourquoi il est en train de partir voir le président de l'Église catholique. Il a besoin pour obtenir quoi de lui? Il a besoin que tous viennent pour apporter leur expertise, mais pas en venant faire un dictat de ce qu'ils veulent faire ou ne veulent pas faire. Oui, lors d'une visite de deuxième vice-président, Didi Manara, il a été voir Monseigneur Donatien Chole, le secrétaire général de la Senko. Il avait dit, sans église catholique, rien ne va pas aller. Ça, ce sont les mots de Didi Manara. Lors après ses échanges avec Donatien Chole, c'est ça qu'il avait dit, au nom de la CENI. Et donc, il ne fallait pas écarter, alors il ne fallait pas aller aux élections sans que l'Église catholique aussi soit là-dedans. Pourquoi aujourd'hui l'Église catholique propose l'édit du fichier? Ça devient un grand problème. On ne supporte plus ça. Sans l'Église catholique, les élections ne seront pas... Je ne sais pas les mots que vous avez utilisés, mais je ne pense pas que ça soit que non, l'Église catholique vienne donner des ordres à la CENI à faire, parce que c'est une commission électorale nationale indépendante. L'Église catholique n'a pas donné les ordres, l'Église catholique a proposé. Oui, c'est la manière dont ils sont en train de se comporter, ce n'est plus une proposition. Maintenant, c'est un ordre parce qu'ils ont même promis que non, si
Et la CENCO ne répondait pas, ou bien la CENI ne répondait pas à leurs desiderata, ils vont appeler les gens à se mobiliser, à manifester pour que cela puisse être fait. Alors pourquoi l'audit du fichier électoral vous ferait mal à vous, les gens de l'Union sacrée? Pourquoi vous ne voulez pas que l'Église catholique puisse auditer? Pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose de caché là derrière? L'audit du fichier électoral ne fait mal à personne parce que l'audit du fichier électoral a été fait par les experts. Donc, de la CENI, on parle de la CENI, il y a même une organisation CAS qui a dit que ce sont les amis de Denis Kadima qui ont fait cet audit. Beaucoup de gens ne sont pas partants pour cet audit, ils pensent que ce n'est pas fiable, il faut que quelqu'un d'autre organise cet audit. Et c'est ça que j'étais en train de dire. Imaginez qu'on accorde l'audit à la CENCO à l'ICC et que les 6 confessions religieuses et nous, la population, nous ne sommes pas d'accord. Vous voyez que c'est retardé de plus en plus les processus électoraux. Là, vous partez dans des si, mais si c'est alors vous êtes d'accord, c'est crédible ce que la CENCO faisait. Oui, ce que la CENI a fait, c'est crédible. La CENI a appelé la francophonie qui s'est désistée pour des raisons qu'elle-même connaît. Selon le vice-président Didi Manara, que vous avez parlé. Les gens de nous, c'est que vous n'avez jamais été d'accord parce qu'il y a Mouchikiwa Bola dedans, dans la francophonie. C'est pas que nous n'avons jamais été d'accord parce que moi j'ai suivi dernièrement le vice-président Didi Manara dit qu'ils ont parlé, c'est eux-mêmes qui ont désisté. Il n'y a personne qui avait été en désaccord avec la proposition de la francophonie parce que nous savons qu'elle a déjà été ici dans ces mêmes audits. Donc ils ont audité aussi, je ne sais pas, en 2018 où nous avons reçu des ordres de Kagame disant que non, on ne devait pas proclamer les résultats de la présidence en attendant qu'il ne puisse arriver. Donc c'est que moi je dirais aux confessions religieuses. En tant que confession religieuse, nous sommes tous chrétiens. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans la Bible, dans 1 Corinthiens, le chapitre 13, où on parle de la charité. Donc, ils doivent réellement, ces 2 confessions religieuses doivent réellement avoir la charité. C'est-à-dire qu'ils ne doivent pas soupçonner les mal. Ils doivent, si vous lisez le chapitre 13 de 1 Corinthiens, vous allez voir, c'est ce que je recommanderais à tous ces prélats catholiques et à ECC. C'est ce qui doit réellement caractériser Alors, non, je suis avec la phrase. Oui, c'est ce qui va réellement caractériser les confessions religieuses parce qu'ils sont des pasteurs. Ils ne doivent pas avoir des penchants, ils doivent être au milieu du village. Et comment vous pensez qu'ils ont des penchants déjà là? C'est pour qui ils seraient en train de tourner selon vous? Parce que dans toutes leurs déclarations, et c'est comme si moi je vous ai parlé de quelque chose qu'ils veulent peut-être légitimer, ils veulent justifier l'argent qu'ils ont eu en payant des tablettes pour l'organisation ou bien pour la surveillance des élections. Si le vice-président Didi Manara a parlé de l'appui de l'Église catholique, c'est peut-être par rapport à l'observation. Ils ont parlé de l'audit du fichier électoral, mais qu'ils préparent, c'est maintenant le moment qu'ils préparent les gens pour qu'ils puissent... Vous n'avez pas répondu à ma question. Oui. Pour qui serait en train de tourner ou alors de manigancer l'Église catholique? Non, nous savons très bien. Nous savons que l'Église catholique est en train de travailler. Il a un candidat. C'est l'opposition. C'est qui les candidats? Bon, je ne sais pas. Vous êtes journaliste. Vous sentez-vous à l'aise? Vous êtes journaliste. Vous voulez... Est-ce qu'on peut comprendre que c'est des accusations gratuites? Ce ne sont pas Parce que vous n'êtes pas à même de citer les noms. Ce ne sont pas des accusations gratuites. Mais lorsque j'ai fait des débats, parfois je n'aime pas faire un débat subjectif. Parce que parmi les opposants jusque-là, oui, c'est Martin Fayoulou qui ne veut pas aller aux élections. C'est les seuls. Donc c'est pour lui que l'Église catholique est en train de tourner. Et peut-être l'Église catholique est en train de tourner ou bien de danser pour Martin Fayoulou. Parce que c'est lui qui a été le candidat en 2018, qui avait promis d'organiser les élections 2 ans après. Donc une fois il est président, il organiserait les élections 2 ans. Chose qui n'est pas dite dans la Constitution, après 2 ans. Donc, vous voyez un peu, et c'est pourquoi je suis en train de dire, j'ai parlé de l'Église catholique, de la CENCO qui a parlé qu'ils veulent voir l'alternance au sommet de l'État en 2019, même pas une année de la prise de fonction du président de la République. Donc, alors, nous allons chuter peut-être la dernière question. Il y a plusieurs forces politiques ou quelques forces politiques qui ne s'alignent pas dans le processus électoral.
Ça s'est dit dans les coulisses qu'il y aurait planification pratiquement du dialogue. Et voilà à quoi on veut nous conduire par rapport à la suite de la situation politique en RDC. Est-ce que vous y croyez vraiment? Plusieurs partis politiques ne se sont pas alignés ou bien ne veulent pas s'aligner. Moi, je crois que les élections sont libres. Vous avez le droit de participer ou de ne pas participer. Dialoguer, oui, tous nous pouvons accepter de dialoguer, mais pour quelle finalité? Est-ce que nous allons dialoguer pour la répartition des postes? Non, nous ne sommes pas là pour ça. En tant qu'ADEFAT, nous nous sommes battus. Nous avons préparé nos bases pour occuper des fonctions et pour donc gagner ces élections à tous les niveaux. Donc nous n'allons pas accepter, puisque s'il fallait se mettre d'accord à tous les désidératas, vous allez proposer ce que vous allez proposer. Nous aussi, nous allons proposer ce que nous voulons pour que ça puisse aller. Et dialoguer, nous pouvons tous aller au dialogue, mais pas pour reporter les élections ou bien pour aller quoi que ce soit, parce que nous ne sommes pas. Malheureusement, nous sommes arrivés à la fin. Monsieur Sylvain Okanjo Chongo, je rappelle que vous êtes coordonnateur des jeunes à ADEFAT, ville de Lubumbashi. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, M. Christian. Ça a été vraiment pour moi un plaisir de partager avec vous sur ces sujets d'actualité. Jean-Paul Kabango, merci. Merci Christian Muchompa, merci à Sylvain Okanjo. Par ici prend fin ce numéro de Face à la presse. Nous vous retrouvons très prochainement avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.